تروح التصويره هذيك تسمى مخدرات. فهمت. D'accord. Salam alaikum. Vous êtes là, on peut commencer. Il est 9h30, c'est l'heure. Vous pouvez me répondre si vous êtes là. Merci, shukran. On va parler des fractures du fémur proximal, qui est une des fractures les plus importantes, qui pose un problème de santé publique et de problème de, je dirais, pandémie mondiale, puisque toute personne âgée pourra être sujette à ce genre de fracture. Et un monsieur qui s'appelle Merle Daubigny, il a dit c'est une façon de mourir des personnes âgées. Nous, on parle de, c'est l'infarctus du squelette qui peut entraîner la mort à cause du décubitus.
Notre travail a été basé sur une recherche propre du service qui a été faite pendant 10 ans, de 1995 à 2004, où on avait recensé 1097 fractures du col au niveau du service d'orthopédie du CHU de Annaba. Le service d'orthopédie reçoit tous les jours une vieille dame, c'était une personne âgée, qui présente une fracture du fémur proximal. Tous les jours, donc c'est une fracture très fréquente. 323 patients pour 365 jours. Vieille, c'est l'ostéoporose qui est une des causes essentielles de cette fracture. Une dame, c'est des dames. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes âgées, surtout les femmes, dès l'âge de 40, 50 ans, il y a la ménopause qui va entraîner une augmentation de l'ostéoporose par rapport aux hommes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'examen clé est la simple radiographie. On n'a pas besoin de grand-chose pour diagnostiquer cette fracture. La radio donne le diagnostic, le pronostic et l'indication même thérapeutique. Donc, vous n'avez pas besoin de scanner, ni d'IRM, ni rien du tout. Les fractures du col du fémur ou cervical vrai représentent la majorité des fractures du fémur proximal. Et il y a aussi les fractures de la région trochantérienne qui sont moins fréquentes, mais qui sont l'apanage des sujets jeunes et qui ne posent pas du tout les mêmes problèmes. Alors, les contraintes mécaniques sont différentes. Pourquoi ces deux régions sont différentes? Les contraintes mécaniques sont différentes. Au niveau du col, il y a les forces qui séparent les fragments. Et au niveau du trochanter, elles impactent le fragment. Pourquoi elles sont aussi différentes? Parce qu'au niveau du col, la vascularisation est de type terminal. Dès qu'il y a une fracture du col du fémur, il y a un risque de nécrose de la tête fémorale. Tandis que dans la région trochantérienne, elle est bien vascularisée, donc elle peut consolider facilement. La gravité des fractures du col reste indiscutable. Elle se situe à deux niveaux, sur le plan vital et sur le plan fonctionnel. Il s'agit le plus souvent de sujets âgés. La fracture du col est encore une manière de mourir du sujet malgré les grands progrès réalisés par la médecine. Donc, il faut éviter de se casser le col et ne pas faire croire que la médecine va vous empêcher de survivre après cette fracture banale. Sur le plan fonctionnel, ce sont des fractures qui consolident mal. Les anglo-saxons illustrent ce problème sous le nom de unsolved fracture, Dixon. C'est une fracture qui pose un problème de consolidation et de nécrose de la tête. Les deux grandes complications, donc, ce que vous devez comprendre, c'est la nécrose vasculaire qui est due au problème de la vascularisation type terminal et la pseudarthrose du col qui est due au problème purement mécanique de cette fracture. Vous voyez ici une fracture qui a consolidé, mais qui a nécrosé la tête. Et ici, vous avez une tête qui est vivante, mais la fracture n'a pas consolidé. Alors, le choix thérapeutique, il est complexe. Il y a un monsieur qui s'appelle Garden qui a fait une classification largement utilisée pour guider le traitement. Je dis bien guider le traitement. Plusieurs classifications ont été découvertes ou décrites durant les siècles, 2 siècles, mais aucune n'a permis de trouver une thérapie ou un traitement qui permet de régler ce problème. Böhler, Milton, Cauchois, Sir, Kohler, Schenck, Böhler aussi a repris une deuxième fois. Mais les plus grandes classifications connues qui sont basées sur des éléments importants, soit fonctionnels, soit vasculaires, soit évolutifs, c'est les 4 classifications, celle de Delbé qui date d'un siècle, celle de Garden qui date des années 60, celle de Powell qui date des années entre les deux guerres, et Lamarck, durant les années 80, a ajouté une touche pour parler des gravités des fractures à grand déplacement. Les bases théoriques et thérapeutiques, le traitement des fractures du col du fémur du CGAG est guidé avant tout par le souci de remettre rapidement sur pied ou tout au moins au fauteuil. Donc le danger revient essentiellement, la cause, c'est le fait d'être alité. Ce n'est pas la fracture en elle-même. On a vu beaucoup de patients qui se sont mis debout, ça a entraîné une pseudarthrose, une nécrose, mais le fait de s'être mis debout très rapidement les a sauvés.
Pourquoi sous ceci, l'âge du blessé ne permet pas d'attendre au lit le temps nécessaire à la consolidation? La consolidation osseuse, vous savez qu'elle met 300 jours, autour de 100 jours. Et ici, elle peut ne pas avoir lieu et elle est beaucoup plus lente parce que c'est une zone très peu vascularisée, mal vascularisée. En effet, le risque de décompensation des tares et des complications de décubitus menace la mort. Pas de traitement orthopédique. Donc, elle ne répond pas au traitement orthopédique du tout. Et ce cas illustre le fait que c'est un patient qui a été négligé pour des raisons d'anesthésie. Vous voyez qu'il a pseudarthrosé malgré une tête qui n'est pas nécrosée. Il s'est mis à marcher, tout simplement. Et ça arrive chez des patients, comme on dit chez nous, qui se mettent debout, surtout des gens de petite taille et maigres qui se mettent debout rapidement. Souvent, il n'y a pas beaucoup de douleur qui les empêche de marcher. Que faire? Donc, c'est seule la chirurgie peut rendre rapidement l'indolence et la fonction permettant d'échapper aux difficultés. Donc, la chirurgie, son rôle, c'est fixer le foyer, mais elle ne garantit pas la consolidation, ni la nécrose, ni elle évite la nécrose. Mais elle permet de bloquer le foyer pour permettre de mettre le patient rapidement debout, éventuellement, et le mettre à la marche le plus tôt possible. Quand faut-il opérer? Précocement, c'est dans les 24 heures. Toute temporisation risque de faire entrer le malade dans un cercle vicieux de la décompensation d'une infection préexistante. Il ne faut pas l'opérer en urgence dès qu'il arrive, mais une hâte excessive n'est pas justifiée. Un minimum d'examens complémentaires sont nécessaires et quelques heures suffisent pour, par exemple, traiter s'il a une petite déshydratation ou une anémie ou bien un bloc au niveau cardiaque. Est-ce que vous avez compris cette introduction qui est très importante? Le reste va venir si vous avez bien compris cette introduction. Vous pouvez me répondre. Feriel, je vois Feriel qui m'a écrit. Oui, est-ce que vous confirmez? Il y a d'autres personnes qui nous écoutent? Apparemment, il y a Kerkoub, Nour al-Huda. On va parler un peu d'anatomie assez rapidement pour que vous compreniez un peu ce type de fracture. L'anatomie, il y a trois parties au niveau du fémur proximal. La tête, qui représente les deux tiers d'une sphère, hein, et qui est bien enclavée dans le côtile. Donc, il ne faut pas vous imaginer que vous pouvez palper la tête. C'est faux, vous ne palperez rien. Vous palperez que la région trochantérienne. La tête, elle a une orientation, elle regarde en avant, elle regarde en arrière. Vous voyez sur ce schéma les condyles fémoraux en arrière et la tête en direction en avant. Le col du fémur, entre la tête et la région trochanterienne, le unuq, c'est un petit tube qui est pratiquement en os cortical, et c'est le sujet essentiel. Il y a plusieurs faces, antérieures, postérieures, supérieures et inférieures. Le grand trochanter, c'est le seul élément anatomique qu'on peut palmer, et c'est là où il y a l'insertion du volumineux moyen fessier. C'est le muscle de la marche essentiellement. Le petit trochanter, c'est l'insertion du psoas qui permet la flexion de la hanche et aussi le croisement des pieds, la position assise dite tailleur. Le col chirurgical, c'est ce qu'on appelle le col, la région trochantérienne. C'est cette région, c'est la partie qui ne posera pas beaucoup de problèmes lors des fractures de la région trochantérienne. Le plus important, c'est les travées osseuses que vous voyez, surtout chez le sujet jeune, mais vous voyez ici chez le sujet âgé, vous voyez de l'ostéoporose, ils ne sont pas bien visibles. Mais ils vont nous permettre de comprendre un peu l'anatomie, les phénomènes de consolidation et essentiellement de classer les fractures. Le plus important de ces travées, ce sont les travées qui descendent de la corticale, qui montent de la corticale fémorale et qui vont prendre les deux tiers de la tête. C'est ce qu'on appelle l'éventail de sustentation de M. Delvey. Et vous verrez que plus on vieillit, puis la partie centrale, il y a un trou, un véritable trou, c'est l'ostéoporose, qui est une des sources mécaniques déjà de la fracture. On peut parler
de fractures pathologiques si on pense que l'ostéoporose est une maladie qui fera fragiliser le col du fémur. Donc, vous voyez, cet éventail, c'est lui le plus important, c'est lui qui maintient la tête en haut. Et vous voyez la partie supérieure du col, il y a d'autres travées qui vont vers le bas. Et la région trochantéenne, il y a comme dans les églises, un chapiteau de la corticale interne, la corticale interne, qui vont renforcer cette région. Donc, cette région est maintenue par, comme on dira dans les chantiers de travaux publics, hein, c'est le hadid, hein, qui maintient bien sûr les charpentes, les toits, etc. Et vous voyez sur cette image un fémur proximal d'un jeune par rapport à un fémur proximal d'une personne âgée. Vous voyez, l'ostéoporose a détruit la partie la plus importante au niveau du corps, donc elle a fragilisé. Et c'est l'éventail de sustentation grâce à la corticale interne qui reste épaissie, mais vous voyez, elle disparaît au fur et à mesure, qui va empêcher cette fracture. Voilà. La vascularisation, c'est une vascularisation type terminale, c'est dû à la circonflexe qui va vasculariser pratiquement les 2/3 de la tête. Et le plus important, c'est une vascularisation type terminale, c'est-à-dire que si l'artère circonflexe postérieure est comprimée, sectionnée, ou dans certains cas, il y a une thrombose, la tête fémorale va mourir. Il n'y a pas d'anastomose. Certains pensent que certaines anatomies, vues à l'artère du ligament long rond, peut entraîner quelques petites anastomoses, mais généralement, il ne faut pas espérer grand-chose. Voici grosso modo sur ce schéma la circonflexe postérieure qui vascularise les 2/3 de la tête. L'antérieure, elle vascularise une partie un peu inférieure et la région du col. Alors, l'articulation coxofémorale, elle n'est pas très importante dans notre étude, mais si la tête se nécrose et une pseudarthrose, c'est la hanche tout entière qui va être sujette à une problématique. C'est pour cela souvent qu'on parle, faut-il faire une synthèse simple ou faut-il d'emblée faire une prothèse? Alors, la biomécanique, elle est importante à comprendre parce que c'est elle qui permet de comprendre les mécanismes de la pseudarthrose au niveau du col. Vous avez un angle cervico-diaphysaire de 130 degrés, donc les forces au niveau du col, de la tête, sont transmises dans le vide et c'est grâce au système de travée que la tête reste. Donc, lorsque vous avez une fracture, vous avez obligatoirement la tête qui va se variser. Et il va falloir faire un système pour permettre de maintenir cet angle cervico-diaphysaire. Alors, c'est un monsieur Powell qui a trouvé ça. Si vous expliquez sur une poutre droite, vous avez les forces sont égales de haut en bas. Et sur deux poutres parallèles, hein, si elles sont maintenues par une partie médiale, vous voyez ce vide. Et donc, les forces sont partagées au niveau de la diaphyse. Et ça, c'est la corticale interne qui va permettre de garder cette force. Et vous voyez, c'est le système avec comme la grue, vous avez la grue, avec une partie antérieure externe grâce au moyen fessier. Le moyen fessier va permettre l'équilibre. Et c'est pour cela que ce muscle est important dans la biomécanique de la hanche. Et ça a permis à M. Powell de faire une classification de ces fractures et il dit que plus le trait est horizontal, donc les forces de compression sont importantes, et puis le trait est vertical, les forces de séparation sont importantes. Et il a classé ces fractures, on va le voir tout à l'heure, il a pris les limites jusqu'à 30 degrés, donc les forces sont en compression, entre 30 et 50 sont aléatoires. Et en plus de 50, elles sont 50 degrés, plus elles sont très séparatistes. Elle va séparer les deux fragments. Donc, je vais passer sur les travaux de Powell pour vous parler des travaux de Riedel. Eux, ils parlent de la force. Cette force augmente en fonction de la marche. Et vous savez, lorsque la position où les forces sont à zéro, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est la force couchée ou autre?
je suis sûr que la majorité vont me répondre, c'est la position couchée. C'est faux. Les forces qui s'exercent sur le corps sont à zéro lorsqu'on est assis comme moi sur le fauteuil et lorsqu'on est assis, on est assis sur nos ischions. Et donc, il n'y a aucune force qui s'exerce sur le corps. Donc, c'est en position assise que les forces sont nulles. Lorsqu'on est couché, c'est différent. Et lorsqu'on est debout, le plus important, c'est que lorsqu'on marche, elle augmente de 4 fois lors du changement de pas. Et lorsqu'on court, elle augmente de 8 fois. C'est la biomécanique de Riedel, on va passer. Donc, c'est une étude assez importante pour les gens qui veulent faire de la physiopathologie mécanique, ceux qui vont faire de la prothétique éventuellement, ils comprendront tout ça. Alors, la clinique, est-ce qu'il y a une question ici sur ce chapitre de l'anatomie et de la physio? Docteur? Oui. J'ai pas bien saisi les travaux de Powell. S'il vous plaît, si vous pouvez répéter. Vous pouvez écrire votre message, je n'entends pas très bien. Je vois là, c'est clair, Feriel Nour al-Huda. Pourquoi on l'opère? C'est pour le mettre debout, surtout. Et la consolidation et la nécrose, ça posera des problèmes. La consolidation, on va le voir grâce au traitement efficace actuel, au clou, à la vis plaque avec la compression, mais la nécrose, quel que soit le traitement, il y a toujours 30% de nécrose. Amina, pour les travaux de Powell, je n'ai pas bien saisi la biomécanique. C'est simple, vous avez un col qui est à 130 degrés, donc, et il est décalé. Donc, si vous appuyez en bas, ce col va se variser. Et Powell, il a évalué les forces qui s'exercent. Et lorsqu'il y a une fracture, les forces vont entraîner un déplacement important vers le bas. Donc, vous faites un traitement pour empêcher ça. Donc, vous refaites l'anatomie du corps. Pourquoi on l'opère pas rapidement? Rapidement parce que les personnes âgées lorsqu'ils viennent aux urgences, souvent c'est des diabétiques mal équilibrés, ils ont des petits problèmes cardiaques, souvent ils sont déshydratés. Donc on leur fait un petit bilan et on les opère le lendemain à l'aise. Ça ne sert à rien de se précipiter en urgence. C'est pas ça qui va sauver le patient parce que les complications sont dues essentiellement souvent au temps, beaucoup plus qu'au traitement qu'on lui fait. Pour les travaux de Parvez, je n'ai pas saisi ça et c'est bon, j'ai répondu. Alors, est-ce qu'il y a? D'accord, merci, Nour el-Huda. Kerkoub, vous avez compris un peu? Kerkoub, d'accord, merci. Je continue. La clinique, elle est identique. Vous voyez ce patient, il a une fracture du col du fémur. Tous les patients ont un raccourcissement, c'est dû à l'ascension de tout le membre dû au déplacement qui est tiré par le moyen fessier. Le membre est en rotation externe plutôt, hein, et c'est à cause du psoas qui est un fléchisseur et un rotateur de la hanche. Donc tous les patients, ils ont un raccourcissement du membre, une rotation externe, une douleur au niveau de la hanche et bien sûr l'impossibilité d'appui, ils ne peuvent pas se mettre debout. Alors, les fractures du col impacté et non déplacées se caractérisent par il y a certains patients, on va le voir, qui viennent avec une fracture de type 1 de Powell ou de Garden, où il y a une coxa valga. Hein, ce sont ces patients qui glissent pendant dans les douches ou hammam. Hein, ils font un grand écart et ils se cassent les cols. Au lieu qu'il y ait une varisation, il y a une valgisation, il y a une impaction. Ce sont ces patients qui viennent souvent vous voir à la gare. En marchant, ils ont une petite douleur de la hanche. Il faut faire attention. Il faut poser le diagnostic parce que si vous laissez les partir, ils vont revenir dans 2 jours avec une fracture complète, alors que leur fracture qu'il avait au départ peut les sauver par un traitement simple. L'anamnèse est importante. Il faut s'interroger sur les circonstances, les temps antécédents. Donc, on cherche à savoir comment il vivait le patient. C'est pas, il y a un patient qui n'est jamais sorti depuis une année de chez lui. Vous pensez le guérir. D'ailleurs, il n'avait pas de fracture de col, il ne sort jamais de chez lui.
Donc, l'objectif, c'est uniquement le remettre dans les circonstances où il était avant son traumatisme. Quand, par exemple, il roh le masjid, hein, vous essayez de faire tout pour le remettre à la mosquée. Quand il roh le qahwa, vous essayez de lui faire ça. Mais s'il est déjà un taré qui ne sort pas de chez lui, vous ne risquez pas de lui faire grand-chose et il ne va pas remarcher parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marché. Alors, ce sont les éléments essentiels pour la décision thérapeutique. En cas de polytraumatisé, bien sûr, généralement, les polytraumatisés, c'est des jeunes, mais souvent, il peut y arriver qu'on ait des personnes âgées qui ont fait un accident de voiture. Donc, la fracture du col entre dans le cadre du polytraumatisme. L'imagerie, j'ai dit, c'est simple, c'est la radiographie standard. On n'a pas besoin de grand-chose pour cela. Donc, on fait un cliché de face. Hein. Et vous savez, l'examen du bassin qui permet de voir, mais surtout dans le cliché de face, il faut qu'il soit un cliché de face standard, c'est-à-dire que les membres doivent être en rotation zéro, le bassin équilibré, les trous et obturateurs sont bien visibles, et la largeur des deux aile iliaque symétrique, et bien sûr le coccyx au centre qui passe au niveau de la symphyse pubienne. Bon, l'intérêt du bassin de face, c'est le dépistage des lésions bilatérales. Ici, vous avez une fracture du bassin associée, hein, donc c'est dans le cadre des polytraumatisés. Il y a un cliché qu'on peut faire, c'est l'hémi-bassin, souvent parce qu'on ne peut pas faire une radiographie de très bonne qualité, on peut faire l'hémi-bassin. L'hémi-bassin, c'est une radiographie de face de l'hémi-bassin, c'est-à-dire qu'il faut que le patient ne soit pas couché sur le dos, on le relève un peu d'environ 30 degrés sur la fesse contraire pour mettre l'aile iliaque à plat, parce que l'aile iliaque n'est pas à plat lorsqu'on est couché, elle est un peu oblique, à plat pour voir mieux le col dans ce cas. Voilà, on voit une visualisation très bonne du col. Le problème, c'est le cliché de profil. Le patient, il a très mal, vous ne pouvez pas mobiliser le membre. Il y a un monsieur Arcelin qui a fait ce profil. C'est le membre contralatéral qui est sain. On le fléchit et on met un cliché en face. On regarde l'aile iliaque du patient malade. Donc, on met la plaquette. Et le rayon, il est au niveau inguinal. Et là, vous pouvez avoir un vrai profil du col du fémur. Mais c'est difficile à faire puisque souvent, horizontalement, la table ne permet pas à l'appareil d'être à zéro. Mais ce cliché, on peut le faire lors de la chirurgie au bloc opératoire puisque le patient est mis sur une table orthopédique sous traction avec deux appareils ou un qui est mobile, avec cet appareil qu'on appelle l'amplificateur de brillance. Vous pouvez avoir ce genre d'image, surtout pour voir si vous avez mis le clou ou la broche guide bien au centre du col. Le scanner et les trucs, les autres ne servent à rien au niveau de ces lésions. Chez l'enfant, le diagnostic est le plus souvent évident. Il s'agit souvent d'un polytraumatisé, mais il ne faut pas passer à côté d'une fracture du col. Voilà. Alors, dans notre série du service, la tranche d'âge la plus touchée est de 70 ans, 52% de l'ensemble de la population étudiée. L'ostéoporose et la sédentarité expliquent ces résultats. Puisque dès qu'on ne bouge plus, on va aggraver l'ostéoporose. C'est pour cela que, comme l'a montré quelqu'un il n'y a pas longtemps, nos personnes âgées sont autant en train de jouer le kharbga, et les personnes âgées européennes sont dans les salles de sport en train de faire l'exercice physique qui renforce la musculature et qui empêche aussi l'ostéoporose. Ici, chez nous, contrairement en Europe, on a trouvé autant de femmes que de garçons, que d'hommes. Cela veut dire que tout simplement, nos femmes, elles ont atteint l'âge de l'ostéoporose post-ménopausique, et aussi, mais c'est que l'inactivité de nos vieillards, de nos personnes âgées, parce qu'on ne peut pas parler de vieillards à 60 ans, moi j'ai 70 ans, on peut parler, mais c'est l'inactivité qui va accélérer l'ostéoporose. Les antécédents, le quart de nos patients avaient une HTA,
et 17% sont diabétiques. C'est un chiffre très important, parmi les chiffres les plus importants du monde. On me dit que dans 10 minutes, on se termine. C'est pas vrai. Est-ce que vous m'entendez? Faire exemple. Ok. Mais l'écran, mon écran, il n'est pas, on ne voit plus rien. Toute fenêtre. Désolé, ça s'est coupé. لا قصت انا من بعد حاولت نلقى طريق ما عرفتش. نزل الوقت قالوا لي نزل الوقت. اما صدقت عمك اما لا الوقت مازال قصد بنك وهك حاولت
Normal, j'ai le dé, ça me dérange pas. Voilà. Normal, ديري لي هكا نجيبه لك. ايش رايك زعما كون نحطو في اللونسانت هذيك خير؟ كون نحطو في اللونسانت هذيك خير نسمعها. هيا يا خشي ديريكت هكا وعطيني الوقت. الوقت قداه مازال عندي تزيدني وقت ولا نعيط لك. ميرسي شكرا. الو كركوب. صار مفتاح. Je vous entends. Vous m'écoutez? Oui, très bien. On reprend. Ok, merci. D'accord. Alors, on va reprendre là, on s'est arrêté, Inch'Allah. On clique la clinique, l'imagerie. On a parlé de la série. Bon, on va passer la série. Les causes les plus importantes, ce sont les chutes de la propre hauteur. Et on va parler de la classification. La partie la plus importante du cours, j'espère que vous allez la mieux comprendre. C'est la plus importante. Les premières classifications, c'est celle de Cooper, qui partage les fractures en intracapsulaire ou extracapsulaire. Je ne l'ai pas dit tout à fait au départ. La capsule s'insère sur la région trochontérienne. Avant, on parlait des fractures du col du fémur. On mettait tout dans le même sac. Les fractures intracapsulaires et extracapsulaires. En fin de compte, les intracapsulaires, ce sont les fractures du col vrai, et les extracapsulaires, ce sont les fractures de la région trochontérienne. La classification de Boller, elle est pratiquement identique, et il a classé en fracture Coxa-Valga. Ce sont les patients qui viennent en marchant, ils sont maigres, petits, et la fracture en Coxa-Valga. Alors, le premier à avoir donné une classification importante dont les conséquences sont importantes sur essentiellement la nécrose et la pseudarthrose. Delbé, il a dit plus le trait est proche de la tête, plus le risque de nécrose de la tête sont importants. Et plus le trait est proche de la région trochontérienne, plus il y a une forte chance que l'artère circonflexe soit intègre. Et il a mis en plus le type K, c'est les fractures de la région trochontérienne. Nous, on nous intéresse aux fractures du col, donc sous-capitale, transcervicale et basicervicale. Delvé aussi avait parlé déjà des problèmes mécaniques, mais lui, il les a classés en fonction de, il a dit à 50 degrés, il y a de fortes chances que l'impaction reste assez importante. Et au-delà de 50 degrés, mais il n'a pas trop insisté, c'est plus tard un autre qui va consolider cette théorie. Voici 3 fractures selon Delvé, sous-capitale, transcervicale ici en Coxa-Valga et basicervicale près de la trochontère. Powell, c'est lui qui a parlé de la mécanique et il a dit que plus le trait est horizontal, plus les forces d'impaction sont importantes. Et plus le trait est vertical, bien sûr par rapport à l'horizontale, les forces de cisaillement sont importantes. Donc, lui, il pense différent de Delbé. À moins de 30 degrés, le trait est presque horizontal et les forces d'impaction sont importantes. À plus de 50 degrés, les forces de cisaillement sont très importantes. Donc, il les a classées en 1, 0 à 30 degrés. 30 à 50 degrés, c'est un équilibre en fonction de l'anatomie, de la taille, etc. Et enfin, le type 3, c'est lorsque le trait est vertical. Mais tout ça, c'est très aléatoire.